La parole est au territoire. Éolien, la parole est au territoire. Je vous propose maintenant une séquence vidéo réalisée par Alter Ego Concertation qui va effectivement donner la parole aux élus, aux riverains, aux exploitants agricoles, nous donner quelques remontées de terrain sans concession ou presque, un micro-trottoir ou plutôt un micro-prairie qui va nous permettre de savoir ce qu'en pensent et quel est le ressenti des riverains des parcs éoliens. La parole au territoire. On arrive toujours à s'accoutumer. Je reprends deux choses. Nos parents et nos grands-parents, quand ils ont vu l'électricité arriver, il y avait des pylônes un peu partout, mais cela a duré très peu de temps. C'est rentré dans les mœurs. C'est la même chose si vous allez à la plage. Quand vous rentrez en septembre, ce qui vous reste dans la tête, c'est pas la vue des parcs éoliens qui est près du littoral. Ce sont les bonnes vacances que vous avez passées. Si on veut se passer du nucléaire et des énergies fossiles, il faut développer des énergies renouvelables, qui sont le vent, le soleil, la biomasse. Bon, alors, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Je pense que le développement de l'éolien terrestre et en mer, je pense que c'est une source d'avenir pour nous. Dans l'idéal, j'aimerais surtout qu'on me certifie qu'il y aura 10, 15 éoliennes, mais pas plus. Voilà, c'est surtout ça que... Je vous dis, avoir des éoliennes près de mon village, ça ne me gêne pas du tout. Mais en avoir plein, là, je trouverais ça vraiment embêtant. On fait de l'électricité, mais on en consomme. Donc pour l'instant, on n'avait pas autre chose que le nucléaire. Donc il fallait faire du nucléaire. Et si on peut effectivement repartir sur l'éolien, de toute façon, tout le nucléaire ne va pas disparaître. Faut être conscient quand même. Ça amène pas mal d'emplois à tous les niveaux. Surtout pour les jeunes, c'est un métier d'avenir. Il y a une école à Charleville-Mézières qui n'est pas très loin d'ici, qui forme des jeunes au métier de l'éolien. C'est quand même un métier qui leur permet de rester à la campagne, tout en étant assez moderne. Moi, ma crainte, c'est que si on ne va pas assez vite pour avancer dans ce projet-là, plus on va arriver vers le terme fixé, c'est que du coup, les préfets soient en charge d'installer des projets éoliens, et à ce moment-là, la population n'aura plus du tout son avis à donner et sera obligée de subir les projets. La concertation nous a permis quand même d'avoir beaucoup d'éléments sur ce projet-là, et sans que la discussion soit fermée. Quand j'ai appris qu'il y avait un projet sur la commune, je souhaitais quand même qu'il y ait beaucoup de concertation, parce qu'il y a quelques années, on a déjà eu une étude et un projet où il y a eu beaucoup moins de concertation et où le projet donc a été beaucoup moins bien accepté par les habitants. Alors que là, pour le moment, ça a l'air de mieux se passer. Quand le projet est bien amené, je pense qu'on peut limiter les inconvénients, l'impact négatif de cette énergie renouvelable. La démarche mise en place par le développeur est très intéressante. Ça a permis justement aux gens présents à ces réunions d'avoir toutes les informations nécessaires, de prendre conscience aussi de certaines choses, ne serait-ce que sur le côté technique de l'implantation. Il y a des ateliers de concertation qui sont mis en place, et notamment j'en fais partie. J'essaie de me rendre à chaque atelier, avec notamment les propriétaires, les locataires, les élus des différentes communes concernées. Bon, ça rencontre du pour, du contre, mais on essaye d'avancer dans le bon sens. La population en est très satisfaite, puisque j'ai eu pas mal de retombées dans le bon sens, comme quoi vous étiez passé pour bien expliquer les questions qu'ils avaient posées, questions-réponses. Ça permet aux gens aussi de passer le cap de ces objections qui, quelquefois, ne sont pas justifiées. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Parce que je me rappelle à la dernière réunion où on était, il y avait le président de la communauté de communes qui était là, et puis quelques élus, et beaucoup de gens ont dit que c'est la première fois
qu'on nous demande notre avis, qu'il y ait une réelle concertation. Et après, vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vous mettez les gens, vous les impliquez quoi déjà. Après, jusqu'où ça ira, c'est compliqué. Hein. Quand j'ai été élu, je sais ce que c'est. S'il y avait un nouveau projet qui venait à arriver, il y a un certain nombre de choses que l'habitant aimerait avoir. Alors, en un, ce serait une information bien en amont de la décision prise par les collectivités et par le développeur. En deux, ce serait quant au choix des sites retenus pour l'implantation des éoliennes. En trois, ce serait quelles sont les retombées économiques réelles pour la collectivité, éventuellement pour le propriétaire, mais là c'est moins important, c'est surtout la collectivité qui nous intéresse. Et ensuite, que va faire la collectivité avec cette arrivée financière ? On ne peut pas construire demain avec des idées d'hier. Pour le moment, le vent est gratuit, donc il faut en profiter. Pour le moment, le vent est gratuit. Il y a des parlementaires, il y a des anciens ministres dans la salle. J'espère que ça ne va pas vous donner des idées là. Hein. Laissons-le gratuit pour l'instant. Écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite la première table ronde, l'éolien au cœur des projets de territoire, pour commencer à faire réagir certains élus. André Flageolet est ici. Je vous propose de venir me rejoindre. Il est président de la commission environnement et développement durable de l'association des maires de France, maire de Saint-Venant dans le Pas-de-Calais depuis 28 ans, ancien député du Pas-de-Calais pendant une dizaine d'années. Il connaît bien les énergies renouvelables. On s'est déjà croisé sur d'autres sujets, notamment l'hydraulique. Il a été rapporteur de la LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Et s'il est là aujourd'hui, c'est entre autres pour nous parler de sa journée organisée à l'Association des maires de France. J'ai entendu tout à l'heure Jean-Louis Ball dire journée animée. Je crois que c'est un doux euphémisme. Il y a eu pas mal de prises de bec ce jour-là. Et Gwenaël Huette, en introduction, a dit « L'éolien déchaîne les passions ». Alors, quel est votre diagnostic sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, et pourquoi cet éolien déchaîne les passions sur les territoires ? J'ai combien de minutes ? Le temps qu'il faut. Bon. Au moment où à Bonn, il y a les politiques et les sachants qui sont en train de se pencher sur l'état comateux de la planète, nous, on est ici en praticien, finalement, pour essayer de voir comment on peut améliorer la situation. Là, je parle au nom des maires de France, mais en même temps, je n'oublie pas d'où je viens, puisque d'abord, j'insiste sur le titre du colloque, consolider la filière dans la concertation. La concertation. Je viens des Hauts-de-France, qui est une région où l'éolien n'est pas bien vu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le Conseil régional des Hauts-de-France a une position très stricte là-dessus, mais qui est aussi une position de principe, finalement. Alors qu'elle est en même temps une région, excusez-moi de l'expression en même temps, mais alors qu'elle est en même temps une région qui milite pour la révolution industrielle, la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire en réalité l'abaissement, voire la suppression de l'énergie fossile, et si possible, ce que j'appelle une recherche des coûts évités en matière de consommation énergétique. Et enfin, le troisième point, c'est que dimanche, et je salue le député qui est là-bas, Bruno, dimanche, je voyais apparaître des contestations violentes dans le journal régional à propos non pas de l'éolien, ça c'est habituel, mais à propos de la biomasse, où tous les non-sachants étaient avec leurs pancartes pour expliquer que ça ne pouvait pas aller comme ça et que c'était pas bien. Voilà, je caricature un peu, mais c'est ça. Alors, l'AMF, au mois de juillet, vous étiez présent, Monsieur Ball,
pardon, vous étiez présent, l'AMF a pris le risque d'un colloque qui effectivement a été très animé, mais qui en même temps a permis à l'association d'approfondir les raisons pour lesquelles nous constatons un certain nombre de ruptures. Et le congrès des maires, qui a lieu la semaine prochaine, pourra, le mardi matin, travailler sur les questions climatiques. Ça sera aussi, me semble-t-il, assez animé. Mais je pense qu'il est indispensable de regarder très précisément pourquoi il y a des ruptures alors qu'il y a des urgences, pourquoi nous n'arrivons pas à avoir une approche systémique de l'éolien en particulier, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, mais je dirais même des énergies renouvelables en général. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en train de bousculer les traditions établies, qui n'est jamais qu'un désordre établi? C'est-à-dire, est-ce que nous essayons de mettre en place un nouvel ordre dans la production des énergies? Est-ce que nous avons réussi à abattre les barrières artificielles qui se créent mécaniquement par l'absence de connaissances? Est-ce que nous sommes, et je reprends ce que disait Madame Schwartz tout à l'heure, est-ce que nous sommes capables, ensemble, tous, toutes parties confondues, toutes parties prenantes confondues, est-ce que nous sommes capables de se mettre autour de la table? Moi, il me semble que oui, et ce que Sébastien Lecornu, je me permets de le dire comme ça parce qu'on se connaît depuis un certain temps, propose, me semble parfaitement intéressant, légitime et nécessaire. Je mettrai un seul bémol, je pense que dans tous les ateliers, sans exception, les élus doivent être, sinon entendus, tout au moins écoutés. Tous sans exception. Et j'insiste sur le sans exception. Alors, que dit l'AMF sur ce sujet et sur quelle base elle voudrait bien approfondir la réflexion? Quelques points essentiels. D'abord, nous considérons que tout projet éolien s'inscrit dans les territoires, dans une tradition, mais également dans une possible modernité. À partir de là, les élus locaux sont indispensables au cœur du dispositif, ne serait-ce que pour comprendre, sensibiliser et peut-être même ouvrir à un financement participatif pour les collectivités sur la base du volontariat. Il ne s'agit pas de les obliger, mais il s'agit de considérer qu'ils sont à la fois, à la fin de l'expérience, juges et parties. Ils sont intéressés, non pas dans le sens financier du terme, ils sont intéressés dans le sens global du terme. C'est-à-dire, il y a l'aspect financier, et on y reviendra parce que la répartition, nous considérons que la répartition est inéquitable entre les différents niveaux de collectivité territoriale, et elle est d'autant plus inéquitable que si nous appelons les collectivités à être dans le financement participatif, il est évident qu'il faut qu'à un moment donné, la répartition des biens soit calculée de façon honorable. Mais j'insiste aussi sur un autre point, et je le dis en tant qu'élu, il ne faut pas que la question financière soit le chapitre 1 et seul chapitre de la réflexion, car je suis convaincu que la question financière est aujourd'hui, pour l'essentiel, au cœur des problèmes que nous connaissons. Parce que le développement de l'éolien a été pour partie, et je souligne le mot pour partie, a été pour partie une question financière avant d'être une question philosophique sur le développement des énergies renouvelables. Enfin, l'AMF considère que les règles sont à revoir parce que si la France est unique dans la devise républicaine, elle est multiple dans ses paysages. Et que les paysages ne sont pas simplement des murs, des bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ce sont aussi parfois des lieux absolument remarquables qu'il faut protéger sur le patrimoine naturel. Et donc il est absolument indispensable d'avoir des cartographies beaucoup plus précises qui seraient opposables aux tiers. Parce que trop de tiers ont le plaisir de faire des recours sans pour autant avoir intérêt à agir.
Et donc, nous prenons des retards considérables qui fait que la crédibilité du projet, entre le moment où il est posé sur la table, ce projet, au moment où il est discuté, au moment où les élus, et vous l'avez vu là tout à l'heure avec les élus, acceptent de passer des soirées entières pour comprendre, expliquer, convaincre, partager, 10 ans, c'est beaucoup trop. 3, 4 ans peut-être maximum. Et donc, on a intérêt à peut-être retrouver quelques formules qui permettraient de sanctionner les recours manifestement abusifs. Enfin, dernier point pour lancer la discussion, sur les finances locales. Je crois qu'il est indispensable, je le dis très clairement, il est indispensable que cet atelier réunisse tous les niveaux de responsabilité communale et intercommunale. Il y a là une perspective de développement. Nous ne modifierons peut-être pas les comportements des grandes régions, mais nous pouvons modifier, et c'est ça l'essentiel, le comportement des citoyens qui ont en charge de façon très proche la réalité de la gestion de leur territoire. Enfin, si j'avais un souhait peut-être plus personnel pour me dépasser un peu peut-être le cadre de l'AMF, il me semble que l'énergie éolienne doit se trouver dans les territoires au cœur du bouquet des énergies renouvelables. La biomasse présente des espoirs considérables dont nous ne soupçonnons pas encore l'importance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la modification de l'utilisation des espaces agricoles va être considérable avec la révolution agricole qui se prépare. Il y a donc peut-être des espaces pour créer de l'énergie biomasse qui peut être consommée, qui peut être transformée. Je crois aussi que le photovoltaïque est important et l'éolien marin peut-être, mais également l'éolien urbain mérite une attention particulière avec les nouvelles technologies qui sont en cours. Voilà quelques mots très simples que je voulais poser au départ. Et maintenant, je ne sais pas comment vous faites. Alors, Alors, l'éolien urbain, on n'en parlera peut-être pas énormément aujourd'hui. C'est une autre histoire, une autre technologie. Vous avez dit tout à l'heure que dans le Nord-Pas-de-Calais, votre territoire d'origine, l'éolien n'est pas bien vu. Vous avez minimisé la chose, il est quasi banni. On pourrait presque parler d'un moratoire implicite. Tout ce que vous venez de nous dire, ça marche aussi sur un territoire comme celui-ci? Comment est-ce que vous allez réussir à convaincre vos collègues? Vous savez, si je regarde, puisque je préside les maires du Pas-de-Calais, si je regarde dans le département du Pas-de-Calais, l'ensemble des énergies renouvelables a fait une croix sur le financement régional, mais n'a pas fait une croix sur les démarches intelligentes. Et donc on continue effectivement un certain nombre de choses. Il n'empêche que quand je regarde ce territoire, je me dis que finalement, la loi qui avait existé du temps de Patrick Ollier sur les parcs éoliens mériterait peut-être d'être revisité, voire même réactualisé. Parce que si je vais dans le Pas-de-Calais, à Fruges, dans la région de Fruges, même dans la région des Sept-Vallées, si on ajoute un certain nombre d'éoliennes, ça fait partie du paysage global. Ça fait partie d'un schéma d'acceptabilité à la fois agricole, rural, néo-urbain, qui ne pose pas de problème. Dans d'autres secteurs, on voit bien des résistances majeures. Et quand je dis que les élus locaux doivent être au premier rang de la discussion, c'est à la fois une assurance d'acceptabilité affirmée des projets, c'est aussi pour les promoteurs une assurance qu'ils n'arrivent pas avec des gros sabots dans des territoires où ils ne sont pas attendus. Et j'insiste sur ce point, parce que ce qui me frappe quand je discute éolien, c'est en fait que la rupture paysagère apparaît inconcevable dans l'esprit de certains. Alors quand je dis rupture paysagère, c'est-à-dire que derrière, il y a toute une série de considérants. Intérêt particulier, peur de la dévalorisation du territoire, peur multiples et variées de la sécurité. Tout à l'heure, M. Ball, dans son introduction, l'a dit, attention, il faut aussi préparer la deuxième génération des éoliennes.
Donc il faut expliquer aux gens que le jour où le système ne marche plus, parce qu'il est obsolète, il faut que quelque chose vienne le remplacer ou vienne remettre les territoires en l'état initial. Et donc, de mon point de vue, si les quelques mois de discussion qui sont en cours et où nous participons de façon pleine et entière, il y a chez nous à TMF Pierre Jardier qui est très, très attaché à ces questions, moi-même j'y suis, je pense qu'on peut trouver assez rapidement des réponses au blocage psychologique, relationnel, parce qu'ils ne sont pas économiques. Sur la répartition de la richesse, il y a quelques pas à faire, ils sont assez simples et les élus sont capables de comprendre ces choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, est-ce que la région Hauts-de-France sera capable de revisiter ces décisions de principe ? Je ne fais pas partie du cercle prioritaire des penseurs et des décideurs, mais on peut l'espérer. Penseur pourtant, hein, j'ai entendu par moments le philosophe reprendre le dessus par rapport aux parlementaires. On ne se refait pas. Vous avez évoqué le retour à l'état initial. C'est l'occasion de dire à tous les élus qui sont dans la salle que la réversibilité de l'éolien n'a pas à être prouvée, puisqu'il y a déjà plusieurs parcs qui ont été démantelés totalement en France, du côté de Carcassonne, Salé-de-Limousin, du côté de Dunkerque et d'autres. Donc cette réversibilité, pas de problème. Un mot sur lequel je voudrais revenir, c'est le repowering. Alors pour des élus qui étaient juste assis derrière moi tout à l'heure, le repowering, on a dit tout à l'heure le renouvellement. En fait, c'est le repuissançage ou le repuissancement, un terme abracadabrantesque bien sûr, qui signifie qu'on va prendre un parc éolien dont les machines sont devenues obsolètes et qu'on va les remplacer par des machines plus modernes, pour faire court. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Le territoire, finalement, est content, les machines vont être plus puissantes, plus toilées, donc on va peut-être réduire le nombre de machines, mais il va falloir discuter avec les autres utilisateurs de l'espace aérien. Et là, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure avec l'armée, l'aviation civile, les radars et tout un tas d'autres choses. On va être plus haut. Oui. Si je pouvais, un petit trait d'ironie, je pense que la France a encore une richesse extraordinaire, c'est le vocabulaire. Alors, évitons d'aller chercher des mots qui ne sont pas tout à fait compréhensibles. Mais sur la question de la modification des parcs, je crois qu'il y a deux niveaux tout à fait différents qui prendre en compte. Le premier niveau, c'est que vous répondez à des connaissances technologiques nouvelles pour modifier du passé qui vient du passif. Ça, pas de problème. Mais en faisant cela, vous modifiez également tous les critères d'implantation, puisque un mât de 100 mètres n'a pas les mêmes conséquences qu'un mât de 200 mètres. Il s'agit donc de revisiter la rénovation des parcs et de reprendre au moins une partie du cheminement de démocratie participative et consensuelle qui doit se faire pour éviter qu'on donne l'impression qu'à un moment donné, l'entreprise a un blanc-seing, indépendamment des pouvoirs locaux, indépendamment des citoyens. Et sur ce point particulier, même si la transformation est une réussite intellectuelle, technique, la vraie réussite, c'est l'acceptabilité. Donc c'est le retour devant le citoyen, devant les associations, devant les élus. Je le dis dans une autre fonction que j'ai en tant que président du comité de bassin, je me trouve, on a 7 millions d'habitants, mais en vérité, quand on fait une consultation, on a 20 000 personnes qui répondent. C'est déjà pas mal, mais ça n'est que 20 000 personnes. Et dès que vous mettez une station d'épuration quelque part, dès que vous commencez à rouvrir des chemins, tous ceux qui ont oublié de venir à la réunion sont présents pour manifester, à condition qu'il fasse beau. Alors, on va demander à cet élu de vous rejoindre, ces élus de vous rejoindre. Je vais demander à André Croc, qui est conseiller régional délégué à la transition énergétique pour la région Bretagne, de rejoindre André Flageolet. Daniel Matergia, qui est maire de Sancy, président de la communauté de communes du Pays d'Audunois en Meurthe-et-Moselle. Il est à peu près à 30 km au nord-est de Metz. Et puis Dominique Dano, qui est maire de Corroy depuis 2008, un petit village de 210 habitants dans les Ardennes, en région Grand Est. Il est à 40 km au nord-est de Reims.
Donc, un conseiller régional, 2 maires vous rejoignent. On va commencer avec André Croc. En 8 ans, en Bretagne, vous êtes passé de un petit peu plus de 8 à 15% de couverture de vos besoins d'électricité. Et l'éolien représente aujourd'hui pratiquement la moitié de cette production. Et pourtant, arrivé à mi-chemin de vos objectifs 2020, la progression plafonne. Vous êtes sur le point d'éditer une feuille de route. Est-ce qu'elle va changer la donne de la région Bretagne ? Bonjour à tous. Vous avez rappelé déjà le travail qui a été effectué, ce qui n'était pas une petite affaire. Je salue la présence aussi de Dominique Ramard, qui a vraiment porté ce dossier des énergies renouvelables et de l'éolien terrestre, je dirais, à bout de bras pendant beaucoup d'années. Et du coup, cette progression, elle a quand même été spectaculaire. Dans un climat plutôt constructif, globalement, mais effectivement, on a fait le constat ces dernières années, et plus particulièrement sur la période récente, là, qu'on était à un rythme de développement de l'éolien en Bretagne qui était très en deçà du rythme de développement national, quasiment dans un rapport de 1 à 3, et qu'il fallait se réinterroger sur les freins au développement de l'éolien. Alors, on a la chance d'avoir en Bretagne, on dit que c'est un peu la patte des Bretons, de savoir dialoguer et surtout de mettre en place des outils de dialogue, d'analyse et aussi permettant de dégager des axes de travail. Alors on le fait, nous, avec l'État et l'ADEME, dans le cadre d'une conférence bretonne de la transition énergétique. Et elle a fait le constat l'année dernière qu'effectivement, il fallait remettre sur l'établi cette question du développement de l'éolien, puisqu'on faisait le constat d'un plus faible développement dans un passé récent que ce qui s'était fait sur les 10 années précédentes. Alors, on a identifié... Alors, la méthode est assez classique. D'abord des auditions. Donc, on a mené une trentaine d'auditions et on a cherché à identifier aujourd'hui où étaient les freins et sur quel levier on pouvait agir. Alors, une des premières limites en Bretagne, alors je le redis, mais plutôt pour l'Assemblée que pour les spécialistes du dossier en Bretagne, mais une des caractéristiques de la Bretagne, c'est un habitat très diffus. Donc, énormément d'habitats et sur la règle des 500 mètres, du coup, on se retrouve nécessairement bridé par la présence d'un habitat dans le diffus, avec aussi nos contraintes de linéaire de côte, qui est un autre frein au développement. Et puis, le troisième frein, et non des moindres, ce sont les questions de défense et de radar, où là, on avait déjà des difficultés, mais on les a identifiées comme clairement un sujet qui devient vraiment pour les développeurs et les territoires un sujet de première importance. Alors, on va y revenir sur la défense. Je vous ai dit que c'était des assises, donc pas de longs diaporamas interminables. Quelques exceptions cependant. Vous nous avez envoyé beaucoup de diapos, j'en ai retenu 6. Si on peut les passer, il y en a 3 sur le constat, la situation en Bretagne, et puis 3 sur vos propositions concrètes. Donc, sous vos commentaires, le premier, c'est le constat de votre avancement. Alors voilà, ce qui est important, c'est la courbe rouge, là, où on est passé, en gros, c'est presque la règle, c'est des 5, autour de 5% au début des années 2000, à maintenant 15% en 2015. Alors, diapo suivante qui va illustrer un peu cet habitat diffus et l'endroit où vous pouvez mettre les parcs. Voilà, donc un élément chiffré, effectivement. 120 parcs, alors là, on ne compte pas l'éolien moyen, c'est que les parcs d'une certaine puissance, avec, vous voyez, une puissance moyenne installée autour de 6 MW par parc et une moyenne de 1,6 MW par mât. Et juste pour illustrer, on a parlé des retombées économiques locales, de la réalité économique de l'éolien. Peut-être un petit mot sur la réalité industrielle et donc sociale derrière tous ces logos qu'on voit apparaître. Alors oui, on sait, alors selon la nature aussi des contrats que passent les développeurs avec les fournisseurs de machines, le type de maintenance, mais des emplois, de la présence importante sur le territoire breton. On le voit, 730 emplois sur cette filière
Ça n'est pas rien, et surtout des emplois très qualifiés, hein, puisque plus de 2/3 de ces emplois sont des emplois d'ingénieurs. Et dans certains bassins d'emploi, des emplois qui comptent triple quand il est particulièrement difficile de redynamiser certains bassins d'emploi. C'est ça. On parlait tout à l'heure de la redynamisation industrielle du Nord-Pas-de-Calais. On est un petit peu dans Alors ce cas-là. c'est tout à fait. Hein, on a d'ailleurs même mis en place. On avait une réunion de la commission régionale là, sur cette question la semaine dernière. On insistait sur le besoin de formation. Parce qu'on a vu qu'un certain nombre d'entreprises cherchaient aussi des opérateurs, souvent dans le domaine de l'électromécanique, hein, formés. Et on a installé sur le territoire breton une filière de formation où on sait que chaque jeune formé trouve un emploi immédiatement. Alors, vos propositions concrètes, votre feuille de route, qu'est-ce qu'elle comporte, qu'est-ce qu'elle contient? Et on commence avec l'éolien et défense. Je l'ai dit, premier volet important pour nous. Vous voyez hein, la carte des limitations aujourd'hui liées à l'utilisation des radars. Donc là, on a des discussions approfondies avec les équipes de la Défense nationale sous l'égide du préfet de région. Et je dois dire que ces discussions se passent bien. Nous avons la satisfaction d'avoir à nos côtés un préfet de région qui est très volontariste sur la question. Par contre, il souligne quand même une difficulté qu'on voit venir et que la filière d'ailleurs pointe clairement, c'est que tout le monde savait lire des cartes. Un logiciel qui s'appuie sur de la modélisation, on craint que là, ça puisse être l'objet de l'analyse de quelques experts et on pourrait, enfin c'est même l'expression du préfet, craindre dans certains cas l'arbitraire. Une carte, c'est simple, ça se lit, tout le monde la comprend. Un logiciel de modélisation dans des mains d'experts, un outil non partagé, non validé, et qui pourrait conduire à des restrictions difficiles à expliquer aux acteurs d'un territoire et aux développeurs. Là, on dit que ça pourrait sans doute pas être une voie souhaitable pour promouvoir l'éolien en Bretagne. Alors, si on superpose les contraintes, là, on voit des gros cercles rouges autour des radars, on voit des zones qui, je suppose, sont des zones de survol à basse altitude ou des vols d'entraînement tactique. Voilà. Et du coup, il vous reste combien de pourcents de votre territoire pour mettre de l'éolien? 4% du territoire breton, avec peut-être moins si, à travers le logiciel d'Ampère, on exclut de nouveau des zones. Hein, d'où notre inquiétude, partagée, donc, je le disais, par le préfet de région. Autre sujet qu'on a regardé, parce qu'il y a la question des possibilités, mais il y a la question aussi du délai d'instruction des dossiers. Hein. Alors là, on est dans une approche qui est, je dirais, très partenariale, et on entend aussi ce que nous disent les équipes de la Défense sur le fait que parfois on vient tester, les équipes de la Défense, les développeurs viennent tester, alors que le projet est quand même pas forcément lui-même tout à fait stabilisé, hein, le projet de parc. Et là, les équipes de la Défense nous opposent, et je crois à raison, le fait qu'on ne peut pas non plus utiliser en permanence les équipes de la Défense dès qu'on a une idée de parc, mais qui n'a pas encore été très, très travaillée, très aboutie, parce que là, ça concourt du coup à engorger la file d'attente et de préinstruction des dossiers. Donc, l'attente et le message qu'on renvoie aux développeurs et aux territoires, c'est de ne soumettre que des dossiers qui sont déjà travaillés, qui ont déjà passé un certain nombre d'étapes avant d'aller voir les équipes de la Défense. Ils ont su se renforcer en effectif. Vous dépendez de la DIRCAM, Direction de la Circulation Aérienne Militaire Nord. La France est coupée en 2 morceaux. Et donc sous les ordres de la colonelle Fabienne Tavoso, et qui a maintenant au moins 5 personnes à temps plein, 5 équivalents temps plein pour travailler sur les projets éoliens. J'ai coutume de lui dire, colonel, vous avez pratiquement plus de gens qui travaillent en équivalent temps plein sur l'éolien que si on additionne l'ADEME. Je parle sous le contrôle de Fabrice Boissier qui est là, numéro 2 de l'ADEME. Si on additionne l'ADEME, la DGEC, je ne sais pas combien vous êtes en équivalent temps plein sur l'éolien. Virginie Schwarz me fait 1 personne. Et la Creux, 1 personne et demie à peu près. Donc 5 personnes, rien que pour la DIRCAM Nord, pour instruire les projets éoliens. Donc rassurez-vous, ils vont les traiter, vos projets. Deuxième série de propositions. Alors, donc des sujets qui se rejoignent, parce qu'on avait depuis un moment identifié la problématique. Alors, vous savez, c'est
c'est pas un scoop, hein, la Bretagne est une péninsule énergétique, et donc la question de la fragilité des réseaux, d'ailleurs le pacte électrique breton trouvait sa légitimité essentiellement dans l'organisation de notre région et des réseaux électriques, et des besoins de renforcement, mais également des besoins de pilotage de ces réseaux. Et donc l'idée de travailler, et c'était tout le sens du projet que nous avons déposé également avec la région Pays de Loire, hein, le projet SMILE, c'est de mettre en place un pilotage intelligent des réseaux avec l'ensemble des partenaires, mais plus particulièrement, bien entendu, RTE et Enedis. Et les syndicats d'énergie, les métropoles, donc des acteurs tout à fait bien placés et volontaristes sur ces questions-là, je pense à RTE, Enedis en particulier, pour développer sur nos régions Pays de Loire et Bretagne une approche concrète du pilotage des réseaux intelligents. Ça trouve vraiment son écho par rapport à la production éolienne, hein, qui par essence est intermittente, hein, on dit à peu près un quart du temps. Et donc là, on a dans notre feuille de route cette idée d'approfondir la possibilité d'injecter plus d'énergie éolienne, de mieux l'utiliser à partir du moment où on va piloter de manière flexible les réseaux. Alors, vous avez dit intermittente, variable. Variable plutôt qu'intermittente et pas forcément fatale. Donc, voilà. Avec de mieux en mieux de prévisibilité. RTE va venir tout à l'heure, on va leur demander de nous en parler. Ils ont notamment développé des outils très intéressants pour être capable de dire à 6 heures, à 12 heures, à 24 heures ce qu'il peut y avoir. Troisième et dernière diapo sur vos propositions, enfin plutôt votre feuille de route. Oui, alors bon, là, dans ces derniers éléments, moi je veux quand même revenir sur les questions de planification. Qui sont souvent liés d'ailleurs à l'intérêt pour les territoires aussi de développer ces énergies, puisque beaucoup ont des ambitions locales de production d'énergie renouvelable. Pour certains, ont élaboré des outils de planification dans le cadre d'un schéma régional. Moi, je trouve ça essentiel parce que on sait aussi que parfois, entre territoires, ces questions-là peuvent susciter des débats entre communes, parfois entre PCI. Donc la question quand même de l'appropriation de ces questions et de la planification territoriale nous paraît déterminante. Et c'est là où on peut construire la confiance. La concertation trouve vraiment dans ces cas-là sa place. La question évidemment du financement participatif. Ce sont les sujets qu'on souhaite traiter avec les territoires, être à leur côté, hein, parce qu'on sait que c'est une attente des maires en particulier, hein, d'avoir un soutien des élus régionaux, mais également de l'État. Et donc là, si possible, mais je reconnais que ça n'est pas toujours le cas, de parler d'une seule voix, État et région, sur ces questions-là. Vous le disiez, Madame la directrice l'a dit, on peut avoir parfois des injonctions contradictoires entre le développement durable, les paysages, le patrimoine, et parfois même des services de l'État qui peuvent avoir des points de vue totalement opposés. Et ça, les élus locaux, et les maires en particulier, ont parfois du mal à le comprendre. Donc je crois que dans des outils de planification concertés avec l'ensemble des acteurs, et notamment des services de l'État, on peut repartir de l'avant. Alors, un dernier mot. Vous avez passé un accord avec un fabricant d'éoliennes, Enercon, déjà bien implanté en France avec une usine dans l'Oise. Quels étaient les objectifs de cet engagement, de ce partenariat économique, industriel ? Oui, tout à fait. Avec comme premier enjeu, travailler sur des thèmes de recherche-développement. Et là, on parlait du projet SMILE. Ça intéresse Enercon. De construire, d'abord de tester de nouvelles machines, et puis aussi d'inscrire le fonctionnement de ces nouvelles machines dans des smart grids. Alors nous, ça nous intéresse totalement, et on se dit qu'à partir du moment où un industriel de cette qualité souhaite territorialiser une partie de sa recherche, la région Bretagne était particulièrement bienvenue pour lui.
Très bien. Vous voulez encore passer d'autres accords? Parce qu'il y a plein d'autres industriels qui sont là. J'aperçois Vestas. Alors, ça n'est pas exclusif. Ça n'est pas exclusif. D'accord, très bien. Je vous propose qu'on donne maintenant la main. Après avoir la vision à la maille régionale, on va donner la parole à deux élus locaux, à deux maires qui sont là. On va commencer avec Daniel Matergia. Donc, je vous ai dit qu'il était maire de Sancy, président de la communauté de communes du Pays d'Audunois. Il arrive de Meurthe-et-Moselle, il arrive de 30 km au nord-est de Metz. Et donc, vous êtes banquier dans la vraie vie. Alors, est-ce que ça donne un retour d'expérience particulier au témoignage de l'élu qui va arriver maintenant? Est-ce que ça vous a permis d'avancer plus vite et de convaincre vos administrés d'aller vers une implication économique forte de votre collectivité? Merci, bonjour. Alors, sur l'implication, ça fait quand même depuis 2010 que le territoire a décidé de s'investir dans les énergies renouvelables. C'est un territoire qui est labellisé TEPCV et depuis l'année dernière, hydrogène. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, on est dans l'Est. L'Est est plutôt favorable au développement éolien. Et on a vu à une période des cabinets d'études venir rencontrer de nombreux maires du territoire pour leur dire « Monsieur le maire, on a ce qu'il vous faut, il y a de l'éolien qui peuvent se faire chez vous. Dites-nous oui, on s'occupe des agriculteurs, on va réserver les terrains et on vous monte un projet clé en main. » On est là dans les années 2007-2008. Très vite, on s'est aperçu que si on rentrait en concurrence au sein d'un même territoire entre élus, parce qu'il est sûr que ces bureaux d'études rencontrent les élus en leur parlant d'abord de retombées économiques fiscales, de la taxe fiscale qui était plutôt intéressante. Dans des petits villages de 300, 500 habitants, vous imaginez que cet impôt pouvait avoir un impact important sur leur budget. Donc on a décidé au sein de l'intercommunalité de s'organiser et de prendre la compétence énergie et de lancer une étude de développement éolien qui maintenant n'est plus obligatoire. Mais à l'époque, on devait avoir une ZDE de façon à pouvoir désigner les zones propices au développement éolien, de façon à pouvoir contractualiser avec EDF. Donc on a lancé cette étude. Et là, je rebondis sur le film qu'on a vu tout à l'heure, où on a vu un habitant qui disait « ça serait quand même bien qu'on rencontre les porteurs de projets bien en amont, avant même qu'on sache où on implante les machines. » Mais on vient de voir une carte de contraintes. On vient de voir que sur la Bretagne, il reste 4% de développement éolien. Sur notre territoire, le phénomène s'est produit de la même façon. Le territoire était très vaste, un territoire plutôt rural, et on s'est retrouvé avec deux seuls endroits où on pouvait développer des machines. Un endroit où on pouvait mettre potentiellement 13 machines et un autre potentiellement 5 à 6 machines. Les contraintes de paysage, les contraintes avec l'armée, les contraintes ont fait qu'on a développé un projet avec 7 machines et un autre avec 2 machines parce qu'on est à cheval sur un territoire avec une communauté de communes voisines de façon à ce que les deux puissent avancer de concert. On a baissé nos ambitions respectives. On ne pouvait pas en mettre tous les deux 5, donc on a décidé d'en mettre 4, mais à 2. Donc pour ce développement, moi très vite, j'ai proposé aux élus de s'organiser en société d'économie mixte. J'entendais tout à l'heure qu'il fallait que les élus se réapproprient l'énergie, notamment les éoliennes, qu'il fallait qu'ils soient impliqués dès le départ. Et j'ai pensé que la meilleure façon d'impliquer un élu, c'était de l'emmener dans une aventure technologique, dans une aventure industrielle, et non pas simplement dans une aventure administrative qui consiste à monter un projet, à accompagner des porteurs de projets et de leur donner les clés du territoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est passé de 13 machines à 7 machines sur un territoire, parce que notre volonté d'aménagement cohérent du territoire et de respect des paysages nous ont fait baisser le nombre de machines, ce que notre partenaire industriel a très bien accepté. Donc en 2010, nous avons lancé un appel à manifestation pour développer notre territoire en éolien. On avait les résultats de la ZDE, des industriels ont répondu. Assez peu avaient la philosophie de la société d'économie mixte, assez peu avaient compris l'intérêt qu'ils devaient trouver à marier une compétence professionnelle, technique, industrielle, avec des compétences d'aménagement de territoire et législatives d'élus qui sont attentifs aux citoyens et aux habitants.
Donc cette SEM a été créée en 2011, c'est Engie qui est partenaire de cette SEM depuis. On a très vite à hauteur réussi... de 49%, donc vous respectez le 51 collectivités, 49 Engie? Tout à fait. On a l'industriel est intéressé si on lui laisse un petit peu de place. Donc la limite minimum pour une collectivité, c'est 51%, ce qui fait que l'industriel a pris 49% de la société d'économie mixte. C'est tout à fait intéressant parce que les élus qui participent au comité de pilotage et qui suivent, qui sont impliqués dans cette société d'économie mixte sont parfaitement informés des démarches, des difficultés. Une éolienne, enfin un champ éolien, c'est un parcours du combattant, hein. C'est une course de haies, c'est très compliqué. Et alors, est-ce que ce montage particulier, donc avec une SEM, des élus impliqués, vous passez de 13 machines à 7 machines, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que cette concertation très en amont du projet a permis de mieux faire, de mieux intégrer le projet dans le territoire, et où est-ce que vous en êtes de vos 9 machines? Sur un des projets, le projet de 7 machines, on a réussi à déposer avoir le permis de construire et les ICPE, parce qu'on n'était pas encore sur le dossier unique, en 2 ans. Un an, un peu moins de 2 ans. Ce qui, au dire d'Engie, était assez remarquable. Pour autant, on a des habitants qui sont à 800 mètres de la première éolienne, un lotissement qui est assez récent, qui n'est pas sur notre territoire. Les gens ont eu la crainte de voir une dévalorisation de leur patrimoine immobilier. Ils se sont constitués en association, ils se sont rapprochés d'associations spécialisées, on le disait tout à l'heure, j'ai entendu, avec des associations qui aujourd'hui ne font que des recours éoliens. Ils ont des avocats qui maîtrisent parfaitement les difficultés, et ça vous pointez soit en droit, soit en fond. Et donc on déposait un recours. Ce recours, on l'a maintenant depuis 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. On va passer en appel. Donc une piste peut-être pour les recours. Moi j'estime qu'un recours, c'est un droit qu'il est important de protéger. C'est vrai que des projets, pas seulement éoliens, hein, mais dans toute construction, dans tout projet, on doit avoir aussi un regard citoyen et laisser la possibilité aux habitants de dire ce projet-là ne convient pas pour telle ou telle raison. Donc le recours, j'ai aucune observation à faire. Par contre, dès qu'on rentre en appel, et dès que l'appel n'apporte pas d'éléments nouveaux, mais qu'il est manifestement posé pour retarder le projet, pour faire en sorte que le temps passe et que peut-être ce projet soit abandonné. Si manifestement les juges pourraient s'apercevoir qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, je pense que là, les pénalités, ou en tous les cas, ce qu'on pourrait qualifier de recours abusif, pourraient être beaucoup plus conséquents. Aujourd'hui, il y a eu une modification des recours abusifs, mais qui est plafonnée à 3 500 €. Il n'y a aucune association qui va qui ne prendra pas le risque d'être qualifiée de recours abusif. Par contre, au moment de l'appel, si on voit que certains l'ont écrit, hein, j'ai déjà vu certaines associations qui écrivaient de toute façon, on pose ce recours simplement, on sait qu'on va perdre, mais c'est simplement pour gagner du temps. Je pense que ça, c'est plus admissible aujourd'hui. On connaît l'état de la planète, on connaît les ambitions et la volonté française d'atteindre ses objectifs de Kyoto. Je pense que là, on devrait avoir, au niveau des législateurs, je sais qu'il y en a dans la salle, vraiment une réflexion sur les recours abusifs au niveau des... Il y a plusieurs avocats dans la salle, ils vous diront que la caractérisation du côté abusif d'un recours est vraiment pas simple. Et là, vous me parlez d'un lotissement à 800 mètres des machines, légitimement, ces gens s'inquiètent. Donc, est-ce qu'on est dans l'abusif? Quand on a enquête publique, on a des études qui portent sur la faune, la flore. Je connais, je vous assure, les grues cendrées n'ont plus de secret pour moi. Donc quand on va si loin dans le paysage, dans la protection de la biodiversité, ce qui est normal, quand on va aussi loin dans les études acoustiques, quand on va aussi loin dans les contraintes d'éloignement, d'ailleurs on voit bien qu'on n'est pas à 500 mètres, hein, on aurait pu se mettre à 500 mètres, on s'est mis à 800 mètres des habitations. On doit être à 500 mètres des réseaux, des voies, on doit être, bon, etc., etc. Quand l'enquête publique montre qu'il y a plutôt une bonne acceptabilité du territoire, parce que des habitants sont venus dire, et on sait très bien qu'en général dans les enquêtes publiques, ce sont les opposants qui se déplacent. Mais quand là on a des habitants qui sont venus, et pas seulement des élus, des habitants qui sont venus pour dire ça nous intéresse. Quand l'enquêteur émet un avis favorable sans réserve, quand le juge en première instance statue sur
la légalité et la conformité des études et qui autorise le permis de construire, maintenant il n'y a plus d'ICPE ou ICPE, l'appel, il va falloir apporter autre chose. C'est-à-dire que les gens ont quand même, les habitants ont quand même en France une législation suffisamment copieuse qui protège un industriel qui voudrait faire n'importe quoi en la matière. Monsieur le maire, je suis sûr qu'il y a dans la salle des élus qui se demandent bien quelle va être la différence de retombées pour vous, économiquement et financièrement parlant, entre une simple fiscalité autour du projet et puis votre démarche de société d'économie mixte. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors, ce qui change, c'est qu'on participe à la distribution des dividendes. Pourquoi j'ai proposé une SEM à mes collègues élus? Simplement, quand on regarde une entreprise, vous le disiez tout à l'heure, le vent est encore gratuit. Mais quand on a une entreprise qui a une matière première gratuite, qui n'a pas de stock, qui a l'assurance que sa production en totalité est vendue à un acheteur unique à un prix déterminé, ça met quand même cette société dans des conditions économiques plus que favorables. Quand j'ai revu la qualité de certains bureaux d'études qui venaient démarcher les élus, ça m'a un peu interpellé, j'ai été regarder comment tout ça fonctionnait. Et on voit qu'une société, d'ailleurs il n'y a pas de faillite de ferme éolienne aujourd'hui, il n'y a pas de faillite. Quand le projet est bien monté, quand les études de vent ont été réalisées avec sérieux, généralement il y a un bénéfice qui peut être dégagé. Donc plutôt que de donner les clés à un industriel sur l'aménagement du territoire, mais aussi sur les retombées économiques d'une participation que chacun paye à travers sa facture électrique, j'ai pensé qu'il était intéressant que les élus se réapproprient, comme ils le font dans l'eau et dans les déchets, la partie énergie. Alors un chiffre quand même, si vous étiez en fiscalité seule, vous seriez à combien de recettes annuelles, et en société d'économie mixte, vous allez récupérer combien? Si j'avais su, je vous ai ramené je vous ai envoyé un transparent, mais là j'ai noté. Non, mais donnez-nous pour les 9 machines, hein, simplement pour balayer un peu les retombées. On a la fiscalité. La fiscalité donc va profiter aux communes, à la collectivité. Pour les 9 machines, annuellement, ça représentera 210 000 euros. Les indemnisations pour les chemins, qui vont aussi au niveau des communes et des associations foncières, c'est 8 600 euros. Les indemnités foncières pour les propriétaires et les exploitants, c'est 62 000 euros. L'accompagnement et les compensations, donc là ça concerne tous les acteurs locaux, les associations de protection de nature ou d'autres associations, c'est 14 000 euros par an. Les retombées des travaux, quand on les étale, chantiers travaux, donc ceux-là généralement vont sur des entreprises locales, c'est 280 000. Et les dividendes pour la collectivité et les actionnaires, c'est également 280 000 euros par an. C'est-à-dire que 280 000, ça nous fait 140 000, on fait une fois et demie la seule retombée fiscale en étant en société d'économie mixte, avec tous les autres intérêts que je vous ai dit. Mais j'entendais, il n'y a pas que l'intérêt économique, mais il y a aussi l'intérêt qu'on reste vraiment en prise avec l'aménagement de notre territoire. En plus, cette société d'économie mixte a décidé un développement éolien parce que, et on l'a entendu ici aussi ce matin, c'est l'énergie la plus mature, qui est économiquement fiable. Et c'est pour ça qu'on a commencé par ça, mais on a bien d'autres projets. On a un peu de projet de biomasse et on a un projet hydrogène. Important. Une toute petite dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous étiez TEPCV, territoire énergie positive pour la croissance verte. Vous êtes également labellisé territoire hydrogène. Vous allez partir sur le stockage donc? Alors le projet hydrogène, c'est effectivement du stockage à travers la production éolienne, de façon à produire de l'hydrogène et ensuite réadresser l'hydrogène à tout un tas de vecteurs, que ce soit la mobilité, que ce soit la méthanation, injection sur le réseau, que ce soit l'injection dans le réseau gazier ou éventuellement du retour en électricité. Ce n'est pas la partie la plus économiquement rentable, mais ça reste une possibilité. L'éolien est une production intermittente. Certaines fermes sont déjà retombées dans le marché économique libre. Donc c'est arrivé en fin le tarif de rachat, oui. Le tarif de rachat qui est sur 15 ans ou 20 ans est terminé.
Donc on a pensé avec notre partenaire qu'il fallait réfléchir à un nouveau modèle économique de la gestion de ces productions éoliennes. Alors c'est un tarif d'achat en fait, et non de rachat. Ce sont les opposants qui ont inventé ce mot rachat pour faire croire qu'il y avait encore quelqu'un dans la chaîne commerciale. Je vous en fait, rassure, vous fabriquez, vous vendez, quelqu'un vous achète. C'est un tarif d'achat de l'énergie que vous avez produite sur Je vous rassure, je ne suis pas un opposant aux éoliennes. Merci beaucoup. Merci Daniel Matergier en tout cas pour ce témoignage. Dominique Dano, vous êtes maire de Courroy depuis 2008, village de 210 habitants dans les Ardennes, dans la région Grand Est. Vous arrivez de 40 km au nord-est de Reims et vous avez suivi le développement de l'éolien sur votre territoire au travers de plusieurs projets. Et votre projet, c'est celui du Mont des Quatre Faux. Contrairement à ce qu'on vient d'entendre, il y avait 9 éoliennes de prévues. Vous, il y en a 63 machines. Ça couvre 7 communes. Alors, témoignage et retour d'expérience d'un maire normal, qui n'était pas forcément pro-éolien au départ et qui a vu arriver ce très gros projet. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Bon, on est une toute petite commune. Je suis le maire d'une commune de 210 habitants, on vient de vous le dire. Notre projet a lieu sur 7 communes, donc sur un territoire de grosso modo 10 000 hectares. Les éoliennes sont disposées à 1 km l'une de l'autre, 1 km des habitations. Tout ça a été fait en concertation vraiment totale avec les communes dans un premier temps, les habitants dans un deuxième temps. Effectivement, j'étais pas spécialement un pro-éolien au départ. Et au fil du temps, enfin rapidement quand même, je pense, j'y suis devenu. Et en tant que maire, même si j'avais été contre l'éolien, je vous dis vite fait, tant que j'y pense, j'aurais quand même voté pour, sachant les retombées pour notre commune. On n'a pas le droit de passer à côté d'une chose pareille aujourd'hui, tout en prenant toutes les précautions nécessaires et à apporter de la discussion avec le porteur du projet. Alors, ce porteur du projet n'est pas le même que celui du départ. La vie n'a pas été un long fleuve tranquille depuis 2005. Tout à fait. Alors, nous, on a commencé notre projet en 2005. Nous venons en 2017, ça fait 12 ans. Je ne vous cache pas, tout à l'heure, j'entendais le dire, là, c'est long, et c'est trop long. Je souhaite vivement qu'à l'avenir, pour les porteurs de projets, ça aille beaucoup plus vite, qu'il y ait peut-être moins de contraintes. Enfin, bref, nous, c'est trop long. Donc, ça a démarré avec une société belge, et ensuite, ça a été remanié avec l'entreprise EDF Énergie Nouvelle. Donc, j'oublie un peu la question, excusez-moi, j'ai un taux. Et donc, du coup, vous avez plusieurs projets en développement ou il n'y en a qu'un seul? Comment ça se passe? Alors, on a été sollicité par plusieurs porteurs de projets. Là aussi, je mettrai en garde tout de suite les maires des petites communes de faire bien attention qui on fréquente. Ça, j'attache beaucoup d'importance. Moi, j'en ai vu plein. On n'en a pas retenu beaucoup, on en a retenu un, et on en a fait disparaître d'autres. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. C'est autorisé, ce n'est pas nous qui tenons les ficelles de tout le projet, certes c'est vrai, mais autoriser, ça ne veut pas dire à quelqu'un « fais ce que tu veux ici, je t'autorise ». Non, non, ce n'est pas comme ça que je le conçois. Et effectivement, nous, avec la société actuelle, c'est comme ça qu'on a bien travaillé. Ils n'ont pas fait n'importe quoi chez nous. Je dis bien chez nous. Nos communes, c'est encore nous les patrons. Il faut qu'on garde une main dessus. Et j'y tiens. Alors pour garder la main, vous avez organisé, ou vous leur avez demandé d'organiser des ateliers de concertation et de discussion? Tout à fait. Les ateliers, il y en a eu énormément. Beaucoup de monde y a participé. Dans un premier temps, tous les bénévoles. Dans un deuxième temps, d'autres gens qui ont dit après tout, il faudrait peut-être que j'y aille pour poser mes questions et puis avoir des réponses plus directes tout de suite. Donc ça s'est bien étoffé. Il y avait du monde pour faire avancer le projet. Et alors, est-ce que le fait d'organiser ces ateliers, donc de faire participer la population à l'avancement du projet, ça vous a évité d'avoir de l'opposition? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai un conseil municipal, aujourd'hui, c'est 10 sur 11 pour. Pas ordinaire, quand même. Les 210 habitants, j'ai grosso modo, 5 ménages qui sont, pas contre, mais réservés. Ils ont le droit, c'est bien. Par contre, en tant que maire, moi, quand je suis sollicité pour un permis de construire, pour finir un achat, une vente de maison, les propriétaires éventuels, je leur dis, vous savez que vous arrivez à Courroy, c'est un petit pays qui a l'air bien calme, mais sachez quand même que dans un proche avenir, il va y avoir une 60aine d'éoliennes là devant nous, derrière nous.
Et je vais vous dire une chose, ça n'a fait sauver personne. J'ai pas un seul individu qui a dit j'abandonne, je ne construis pas ici ou je n'achète pas de maison ici. Pas un. Donc la formation, à l'instant qu'elle est bien passée, je pense qu'on a moyen de s'y retrouver tout le monde. Pourtant, il y a un tout petit collectif d'opposants qui s'est manifesté. Quels étaient leurs arguments? Ah ça, on a ça aussi. Malheureusement, leurs arguments, je les comprends pas. Je les comprends pas. On peut pas discuter. De toute manière, c'est des gens bornés. Et ça, c'est grave parce que tout le monde a le droit d'avoir une opinion pour, contre, pourquoi pas. Et moi, le premier, je veux bien les entendre. Mais quant à dire que l'éolien, ça sert à rien, et point à la ligne, terminé, on discute peu. Vous savez, si c'est que lever une pancarte, non pour l'éolien, moi je vois pas ça constructif. Il y a toujours des gens qui disent non pour dire non, et puis point. Voilà. Et ces opposants, pour autant, sont très écoutés des médias locaux, et il y a pas mal de publications. Oui, personnellement, je serais journaliste, j'aimerais bien aussi remplir des lignes dans un journal. La paye est plus grosse que s'il n'y a pas de ligne. Il y a plein de journalistes dans la salle. Hein. Oui, mais je le dis. Moi, j'ai été pris en photo à mon insu et passé en télévision sur la chaîne locale pour d'autres affaires. Et ça, je suis contre. Il doit y avoir partout de la clarté. On doit dire, monsieur, voilà, on va faire ça, on veut dire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis on va trouver un terrain d'entente, mais pas le faire dans son dos. Alors parlez-nous un peu des retombées économiques et fiscales pour la commune. Alors les retombées économiques, moi, ma commune va avoir sur son terroir 9 éoliennes. 9 éoliennes sont retenues. Pour la commune, c'est grosso modo 81 000 euros annuels. Donc sur une vingtaine d'années, 25 ans, faites le compte, c'est 2 millions d'euros. Est-ce que moi, aujourd'hui, maire, j'ai le droit de refuser 2,5 millions d'euros de recettes à ma commune pour les 25 ans à venir? Vous avez vu tout à l'heure dans le film, il y a un des riverains qui disait « J'aimerais bien savoir ce que la commune va en faire ». Alors la commune, elle va en faire, croyez-moi, quand on a déjà du disponible, je pense qu'on est capable de faire quelque chose. Moi, personnellement, je suis maire depuis 2008. Tout à l'heure, je disais, ça retarde un peu, c'est trop long. Effectivement, je vais avoir fait 2 mandats et c'est pas fait, il n'y a pas de retombée pour l'instant, c'est pas fonctionnel. Donc, qu'est-ce qui m'ennuie le plus, mais tout compte fait, c'est pas bien grave, je ferai un 3e mandat pour effectivement dire ce que vous dites, faire ce que vous dites, rénover notre village. Il y a plein de choses à faire dans un village. Hein. Il y a des bâtiments, des édifices à entretenir, à améliorer. Il y a plein de choses à faire. Un dernier mot, on va beaucoup parler financement participatif juste après. Qu'est-ce que vous en pensez? Financement participatif, très bonne chose. Très bonne chose avec une seule bémol. C'est chacun son affaire. Personne n'est venu me voir pour me dire « Vous allez chez le banquier là-bas, vous allez avoir, c'est comme ça et c'est comme ça ». Là, c'est un peu la même chose pour moi. C'est de la liberté totale. Les gens qui investissent dans l'effort participatif, c'est de leur volonté propre. Il ne faut pas qu'ils soient contraints de dire il faut que j'y aille, parce que toi tu y vas, moi j'y vais aussi. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est chacun fait son jugement personnel. Quand on va faire un prêt dans la banque, on ne va pas voir le voisin pour lui en parler. Hein. On fait ses affaires, point à la ligne. Malgré tout, j'encourage tout le monde, et tous mes habitants ont eu le petit papier disant voilà, c'est en route depuis le 9 octobre, prenez-en note et puis faites si vous voulez faire. Merci Dominique Dano. André Flageolet, vous avez suivi avec attention ces 3 témoignages d'élus. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos réactions avant de donner la parole à la salle? Si je n'avais qu'un mot à dire, je dirais qu'on vient d'avoir toute une série d'exemples vivants des différents problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure et pour lesquels nous attendons patiemment les réponses à travers les ateliers de la transition écologique. Alors, je ne dis pas ça simplement pour, comment dirais-je, botter en touche, mais en même temps, je me dis qu'il y a là présent une possibilité extraordinaire de changer les logiciels. J'explique. Les maires ne sont pas là simplement pour donner un accord et recevoir de l'argent. Ils sont là aussi pour concevoir l'espace public, pour concevoir les territoires. Et donc,
l'idée d'une prise participative collective sur des sujets économiques d'intérêt général. Je voudrais insister sur ce point. Intérêt général, c'est-à-dire que nous sommes engagés dans la réponse localisée, temporelle, à la question du changement climatique. Et donc, ce changement climatique, la réponse au changement climatique, me semble-t-il, doit changer de paramètre. Elle n'est pas la réponse des industriels à un défi, elle est la réponse de l'ensemble des citoyens à un défi qui est à la fois économique, sociétal et humanitaire. Voilà ce que je veux dire. Et les exemples que l'on a ici sont déjà des prolégomènes, des approches d'une nouvelle lecture que le syndicat des énergies renouvelables doit regarder d'un œil positif parce que pour lui, c'est un accélérateur de réussite et de développement. Merci André Flageolet. La parole est maintenant à vous, si toutefois je peux récupérer des micros. Oui, présentez-vous bien. Levez-vous s'il vous plaît et présentez-vous bien. Attendez, il y a un micro, qu'un micro arrive parce qu'on ne vous entendra pas là. Oui, bonjour à tous. Bon, j'ai bien écouté toute cette discussion. Moi, il y a un point qui me... Vous êtes monsieur ? Ah oui, je m'excuse. Je suis responsable dans une coopérative agricole au niveau de l'exploitation. Je pense que vous avez parlé des contraintes administratives ou même locales, diverses, avec des difficultés pour implanter des éoliennes. Mais je pense qu'aussi, il y a peut-être un moyen aussi de lever ces leviers, ces difficultés, en étant un peu plus clair avec les citoyens ou les industriels, c'est-à-dire parler de retour économique, de coûts énergétiques, parce qu'aujourd'hui on a des retombées économiques pour les communes, je le conçois bien, tout le monde va être bien content, vous avez des projets, mais derrière au niveau, nous, utilisateurs, ça serait bien aussi qu'on ait des retours économiques en termes de coûts énergétiques. Donc quand on parle d'éoliennes, quand on parle de photovoltaïque, il faudrait aussi que tout ça, ça s'intègre dans une démarche économique pour nos entreprises. Et je trouve que cette discussion n'est pas assez aujourd'hui bien développée, pas tout à fait claire au niveau des citoyens. Votre proposition concrète, c'est quoi? C'est une réduction de... Alors, taxe professionnelle n'existe non, plus. mais aujourd'hui, vous avez un fournisseur en électricité, vous avez un coût au kilowattheure, tout simplement. C'est de faire des comparaisons coût kilowattheure entre l'éolien, entre le photovoltaïque, et puis derrière, on voit un peu si aujourd'hui ça se développe peut-être pas au niveau du photovoltaïque ou de l'éolien, c'est qu'il y a peut-être quand même des raisons économiques. Pas suffisamment de rentabilité. Vous voudriez que les entreprises du territoire paient moins cher leur kilowattheure d'électricité? Oui, c'est dans nos contraintes. Il y a la péréquation quand même. Comment? Il y a la péréquation du tarif de l'électricité. On va pas... Oui, d'accord. Mais demain, si on développe de nouvelles énergies, il faut que ces énergies soient, je dirais, je pense, un peu plus compétitives, quoi. Voilà. On va voir ce que les maires en pensent. Alors, vos propositions par rapport à ça. Vous avez déjà imaginé faire bénéficier, peut-être plus précisément, certaines entreprises ou certains acteurs du territoire des retombées de l'éolien? Je ne suis pas sûr d'avoir complètement saisi toute la question. Je ne sais pas si vous parlez des taxes qu'on a au niveau du citoyen pour acheter son électricité et vous souhaitez comparer des coûts d'énergie renouvelable avec des coûts aujourd'hui de nucléaire ou d'autres productions. Tout à fait, oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. D'accord. Bon, je pense que si l'État français a décidé à poser des lois pour financer de l'innovation, c'est parce qu'on sait très bien que l'innovation, à terme, va se substituer à des choses qui n'avancent plus et seront plus rentables. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, c'est vrai que les énergies renouvelables sont à quelque part sponsorisées par la taxe qu'on a en surplus, mais cette taxe sert à quelque chose. Elle sert justement à pousser des entreprises à innover et à aller plus loin pour remplacer demain du nucléaire, dont vous pourrez convenir avec moi qu'on n'a pas le prix total parce qu'on n'a pas le prix du démantèlement. J'habite l'est de la France, on n'est pas très loin de Bure, là où on va enfuir des déchets nucléaires. Je peux vous poser que ça pose d'autres problèmes environnementaux que des pales éoliennes qui risquent de heurter un oiseau, comme on peut l'entendre. Après, sur le coût de l'électricité, il y a une disposition qui autorise aujourd'hui l'autoconsommation. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Dans notre projet et dans nos actions TEPCV, on a aujourd'hui
un cadastre solaire qu'on est en train de monter. Pourquoi? Parce qu'avec du photovoltaïque qu'on mettrait sur des bâtiments, on n'était pas sûr, avec le peu d'ensoleillement qu'on avait dans nos régions, bien que sur le territoire, on a 2 parcs photovoltaïques qui ont été inaugurés il y a peu de temps par la société Quadrant. Donc ce qui prouve qu'on a quand même, on arrive quand même économiquement à produire de l'énergie photovoltaïque. Mais avec l'autoconsommation, on abandonne l'idée de revendre son électricité. Et au niveau des collectivités, ça peut être tout à fait intéressant parce que le temps de retour sur investissement d'une collectivité n'est pas celui d'un industriel ou celui d'un habitant. Quand on va équiper des gymnases, quand on va équiper des écoles, quand on va équiper des stations d'épuration, quand on va équiper tous ces équipements publics en énergie photovoltaïque, voire en éolien si c'est possible, avec aujourd'hui vous savez qu'ils font des mâts de plus en plus bas et de plus en plus rentables avec des rotors qui se mettent plus de la même façon. En autoconsommation, bien entendu, on va trouver un intérêt et l'argent qui n'est pas dépensé collectivement, c'est de l'argent du citoyen qui n'est pas dépensé. Aujourd'hui, pourquoi qu'on a monté une SEM, c'est parce qu'on s'est dit aussi qu'il fallait arrêter d'aller chercher du développement à travers l'impôt et dans la poche de nos habitants et qu'il fallait qu'on ait aussi ce regard un peu d'industriel sur un territoire. Et peut-être une dernière chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, le vecteur de communication qu'on a aujourd'hui pour l'éolien terrestre, je pense que c'est dans les documents touristiques. Il y a de plus en plus de départements, il y a de plus en plus de départements, il y a de plus en plus de villes qui, quand elles font un panneau ou une plaquette pour vanter les mérites de son territoire, mettent dans un coin, en haut, à droite, à gauche, au milieu, une éolienne. Parce qu'aujourd'hui, l'éolienne, on commence un petit peu à l'intégrer, non plus comme une menace, mais comme un signe de dynamisme de territoire. Et ce sont ces territoires dynamiques qui gagneront demain. Ce sont les territoires qui se seront réappropriés les énergies. Ce seront des territoires qui, comme la Bretagne ou d'autres, veulent produire de leur énergie. Parce que demain, elle sera à la disposition de leurs habitants. Merci Daniel Matergia. On va donner la parole à André Croc, effectivement. Merci en tout cas d'avoir rectifié ce que l'on trouve sur tous les sites d'opposants. Les éoliennes font fuir les touristes. Vous nous dites l'inverse aujourd'hui. C'est un élu qui le dit. Non, juste un petit complément, parce que je pense que la réponse à votre question trouve sa source essentiellement dans l'autoconsommation. Et notamment, on voit beaucoup de projets d'autoconsommation aujourd'hui tout à fait viables économiquement. Hein. Et en général, ce qui est rémunéré, c'est ce qu'on appelle plutôt la flexibilité dans sa consommation. Et quand on a une entreprise, et on pense en particulier aux élevages agricoles, qui aujourd'hui sont flexibles dans leur consommation, on voit énormément de réalisations dans l'ouest de la France, en Bretagne en particulier. Là, le modèle de l'autoconsommation fonctionne très bien. Et on ne passe pas nécessairement par une maîtrise d'ouvrage publique, hein, ou un équipement public. On peut être en autoconsommation collective, et là, du coup, on revient sur le pilotage des réseaux et la montée en puissance des réseaux intelligents, mais on peut tout à fait, sur un projet économique, être en autoconsommation, totale ou partielle. Hein. Et aujourd'hui, c'est plutôt... ce qui est rémunérateur, finalement, c'est la flexibilité. Merci André Croc. Je vous assure qu'on est aux assises de l'éolien terrestre, hein, parce qu'on parle beaucoup d'autoconsommation et implicitement, en ce moment en tout cas, c'est de l'autoconsommation solaire. Mais, messieurs les développeurs de projets, à vous de faire de l'autoconsommation éolienne, enfin de proposer. Alors, ici et ensuite là-bas au fond. Oui, bonjour. Ça marche ? Oui. Bruno Duverger, donc député de la première circonscription du Pas-de-Calais. C'est une circonscription essentiellement rurale puisqu'elle fait 295 communes. Et aujourd'hui, sur cette circonscription, il y a déjà 220 éoliennes. Et j'aimerais me focaliser sur une partie de la circonscription, le sud artois, où on a 120 éoliennes soit construites, soit en cours de construction, et 100 permis en cours d'instruction. Et je dois dire que ça pose des problèmes. Alors je vais revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites par André Flageolet pour illustrer un peu ces propos. Pourquoi on en a autant ? Parce que en fait, on a fait, je pense, tout ce qui a été décrit jusque maintenant pour favoriser l'investissement, que ce soit la discussion entre les communes et les intercommunalités pour répartir l'IFER,
Ça a mis un peu de temps. Les 3 premières éoliennes tournaient en 2008. Hein, donc ça nous a permis d'apprendre et de savoir comment répartir l'IFER. Et je pense que cette répartition a permis aux maires de bien s'impliquer, de s'approprier les projets, etc. Pourquoi? Alors aujourd'hui, on entre dans une phase où ça explose. Donc on en a 120 déjà sur un territoire qui fait 20 km sur 20 km, un carré de 20 km. C'est déjà assez dense et on voit encore une centaine de permis qui sont là. Alors là, je voudrais expliquer un peu la position de la région Hauts-de-France qui a mis le frein sur le développement parce que justement, on ne sait plus où on va. On ne sait plus à quoi ça va ressembler, on ne sait pas à quoi va ressembler le paysage. Et je pense qu'il existait quelque chose qui marchait bien, et André Flageolet l'a mentionné. Et puis, je pense que aussi un des speakers l'a mentionné, c'était les zones de développement éolien. À une époque, donc vers 2010, on a eu cette discussion au sein de ma communauté de communes sur la description des zones de développement éolien. Et c'était une bonne discussion. Une discussion avec les communes, avec les habitants, avec l'interco, avec la préfecture. Et on était capable entre nous de dire, là, ça serait bien qu'il y en ait autant, là, autant, etc. Et on a fait exploser ces zones de développement éolien pour libéraliser, en fait, le développement des éoliennes. Ça a marché, sauf que maintenant, ça marche tellement bien que ça bloque. Il y en a de trop. Voilà. Et je pense qu'on va avoir la même difficulté avec le développement des méthaniseurs. Si on ne fait pas des zones de développement des méthaniseurs... On va revenir sur l'éolien parce que je vois l'heure qui tourne. Quelles sont vos propositions pour débloquer ça? Ma proposition, c'est de revenir à la remise en place des zones de développement éolien, et comme ça, on aura un développement durable de l'éolien. Parce qu'aujourd'hui, ça bloque, parce que quand c'est parti, et on ne sait plus contrôler. Voilà. Merci pour ce témoignage. Il y avait une autre question au fond. Ah, mais c'est monsieur Alain Nadaï qui va s'exprimer tout à l'heure. Un sociologue intervient. Bonjour, merci. Donc, directeur de recherche au CIRED, pas besoin de le présenter. J'avais une question pour les intervenants à la table ronde. Un des arguments des opposants, notamment au niveau national contre l'éolien, est que le meilleur kilowattheure est le kilowattheure qu'on ne consomme pas. Et que l'éolien, pendant des années, a contribué à de la production énergétique, mais sa contribution s'est diluée dans l'augmentation de la consommation. Que penseriez-vous d'une proposition, étant donné que le tarif d'achat est un transfert des consommateurs d'électricité vers le développement éolien pour des fins de transition énergétique, que penseriez-vous d'une proposition qui conditionne ce soutien en partie à un recyclage dans des actions d'économie d'énergie sur les territoires de façon à améliorer la transition et à développer de l'emploi? Merci Alain Nadaï de nous avoir cité Jean de La Fontaine, qui, s'il était parmi nous aujourd'hui, nous aurait commis une petite fable dont la morale aurait été « Rien ne sert de produire, il faut consommer à point ». Alors, messieurs les élus, qu'est-ce que vous pensez d'une forme d'éco-conditionnalité du soutien à l'éolien où une partie des retombées serait fléchée sur de la maîtrise de la demande? Moi, pour l'instant, j'ai deux éléments très rapides de réponse. C'est toujours très intéressant, quand on est devant un problème complexe, de le segmenter. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On va segmenter et à chaque segment, on va donner une réponse. Seulement, il n'y a plus de vision d'ensemble. Et donc, je pense que le comportement économique, économe, qui est aussi un comportement écologique, concerne la totalité de nos comportements et ne peut pas être appliqué de façon spécifique à un point particulier, sinon ça devient illisible. Mais je voudrais ajouter un deuxième, quitte pas à ne pas obtenir l'unanimité, mais je voudrais qu'on réfléchisse à cette question qui est celle du consentement à l'impôt, c'est-à-dire à l'ensemble des mécanismes de la vie collective qui ne sont pas producteurs de richesse, mais qui sont producteurs de dépenses. Si nous allons dans une logique beaucoup plus affirmée, en quelque sorte de se mettre à part pour pouvoir échapper à des contributions qui permettent effectivement de vivre ensemble par ailleurs,
nous risquons d'avoir de sérieux problèmes d'équilibre budgétaire par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. J'insiste sur ce petit point tout à fait particulier. Daniel Matergia, Dominique Dano, vous avez déjà regardé sur votre commune, ou André Koch, vous avez déjà regardé un petit peu, fait un diagnostic de votre commune sur les possibilités de maîtrise de la demande? Moi, je crois que je partage complètement votre point de vue. C'est qu'aujourd'hui, à des sujets complexes, on va forcément trouver une réponse simple. Et moi, je crois qu'il faut surtout faire confiance au territoire. La question aujourd'hui des transitions, elle se passe sur les territoires. On peut toujours avoir de grands colloques, des réunions internationales, nationales. Aujourd'hui, ce sont des élus comme vous, comme nous, qui, sur le terrain, prenons en compte toutes ces questions. On n'en occulte aucune. Et je trouve qu'aujourd'hui, travailler à des échelles territoriales pertinentes, c'est peut-être le seul bémol qu'on pourrait mettre. Et là, dans l'élaboration ou la révision d'un plan climat territorial d'énergie et de transition, vous avez autour de la table tous les acteurs d'un territoire économique, les élus, les associations, et vous pouvez très bien réguler à l'échelle d'un territoire les questions de consommation. On sait que sur le bâtiment, c'est une vraie question, sur la mobilité, c'est une question, sur le tertiaire, c'est une question. Et dans un travail construit qui va irriguer ensuite l'ensemble des actions menées sur un territoire, on peut résoudre avec un dialogue territorial et la prise en main localement de ces questions-là. Merci André Koch. Daniel Matergia. Simplement pour dire que sur le territoire, on fait tout. On a lancé un audit sur l'ensemble des bâtiments publics pour éviter de consommer de l'énergie, parce qu'on est tous d'accord pour dire que l'énergie la mieux utilisée, c'est celle qu'on ne consomme pas. Par contre, on ne peut pas se focaliser, prendre un bout de la lorgnette et regarder action par action. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, mais bien évidemment, sur un territoire, quand on rentre dans une réflexion où on souhaite devenir un territoire à énergie positive, on regarde absolument tout. Les nouveaux projets, on les veut en la plus basse consommation, voire en consommation positive. On met de l'argent pour aider le particulier à rénover ses maisons. On a modélisé. On vit dans une région où il y a beaucoup de maisons de cité, anciennement sidérurgiques et minières. On a fait modéliser par une école de Strasbourg le coût d'isolation de la maison. On sait pertinemment si on met tant au niveau des combles, ça va économiser tant d'énergie. Si on a encore un peu plus de sous, on peut isoler le sol. Encore un peu plus de sous, on peut changer les huisseries pour arriver à une économie de 60 à 70% du coût de l'énergie. Donc on est sur toutes ces thématiques-là. Mais ces thématiques-là, à un moment donné, s'alimentent soit avec des actions de territoire. Donc la SEM est faite aussi pour ça, chez nous. C'est-à-dire qu'on va réfléchir les dividendes de la SEM vers des opérations énergétiques, mais aussi à travers des dispositifs d'État comme le TEPCV ou comme l'ADEME. D'ailleurs, sur le TEPCV, on a aujourd'hui de fortes craintes sur des nouvelles directives d'évaluation. C'est un autre sujet. C'est vrai, mais voilà, c'est un autre sujet. On commence à avoir quelques craintes, parce qu'on est bien sur le sujet d'économie et de développement des énergies sur un territoire. L'éolien, c'est de mon point de vue le plus mature, c'est de mon point de vue le plus simple, pas socialement, parce qu'on le voit sociologiquement, il y a toujours des gens qui diront « moi je suis pour l'éolien, mais pas dans mon jardin ». Mais il faut bien regarder, on parle de mix énergétique, c'est parce qu'il faut bien qu'on regarde toutes les actions qu'on peut mener sur un territoire en la matière d'énergie. Merci Daniel Matergia. Une dernière question. Bon, il y a plein d'autres sujets qui vont être évoqués dans les tables rondes suivantes. Oui, bonjour. Amélie Boissonnet, WWF. Donc, nous sommes partenaires de Boralex depuis 2011. On les appuie à la fois sur la démarche environnementale et l'ambition environnementale des parcs éoliens, et aussi sur l'aspect justement concertation. Et j'avais une question pour le panel. On est souvent confronté à une appréhension qui est celle de la perte de valeur des biens immobiliers sur les territoires. Est-ce que de votre côté, vous avez des chiffres ou des arguments un peu consistants à fournir aux riverains? Et de manière générale, ma question, c'est dans un contexte où globalement les mentalités évoluent et où il y a de moins en moins de blocages, quels sont les blocages les plus solides que vous observez sur votre territoire, et où est-ce qu'il faut travailler pour développer les argumentaires? Alors, qui souhaite commencer à répondre?
Dominique Dano, vous nous avez parlé tout à l'heure des arguments de l'opposition. Donc, quels sont les blocages les plus virulents que vous rencontrez sur le terrain et comment vous alimentez vos administrés avec des chiffres, des réponses précises? Oui, comment que les anti-éoliens se manifestent, c'est ça votre question? Par la vue, premier truc, par la vue, c'est pas beau. Ben, moi, les éoliennes, je les aime bien. J'aime mieux une éolienne qu'un poteau EDF. Je ne vous le cache pas. Ensuite, soi-disant du bruit. Ben, je dis bien soi-disant du bruit. Ben, le bruit, si on en est sûr, ben, il faut aller l'écouter soi-même. Moi, personnellement, j'ai un parc qui tourne en Belgique, à Estine, où on a été le visiter, voir la construction, voir les retombées positives et négatives. Et j'y suis retourné personnellement 2 fois après cette fameuse visite. La fameuse visite, tout le monde est revenu enchanté. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est des éoliennes de 200 mètres de haut qu'on va construire chez nous. Et donc à Estine, il y en a un paquet qui fait 200 mètres et un paquet qui fait 150 mètres. Tout de suite, je peux vous rassurer qu'en arrivant, on est incapable de dire quel est le grand parc et le petit parc, au point de vue hauteur. Ça, c'est déjà une première chose. Donc la hauteur, pour moi, ça n'a pas d'incidence. Le bruit, j'ai été personnellement donc, en Belgique voir, entendre les gens, poser les questions aux gens. Je n'ai pas un Belge qui m'a dit c'est une fois, on n'entend rien du tout. Ben ça me réconforte quand même. Et ceux qui croient que ça fait du bruit, ben, qu'ils se déplacent, qu'ils aillent voir eux-mêmes à 100 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, à contre-vent, dans le vent, et ils feront leur jugement eux-mêmes. Ils baissent le carreau de la voiture, ils écoutent. Moi, je n'ai eu que des informations positives à Estine, en Belgique. Alors, est-ce que vous croyez que ce qu'il faut faire pour un élu local quand un projet éolien arrive, c'est emmener la population, visiter un certain nombre de parcs éoliens tout de suite? Oui, tout à fait, c'est la première chose. On ne peut pas causer de quelque chose si on ne le connaît pas. Donc il faut déjà s'informer, aller le voir, constater, puis après on en cause. Ben, aujourd'hui, il y a trop de monde qui cause. On m'a raconté, d'ailleurs, et vous faire rire quand même, que dans le pied des éoliennes, il y avait un moteur diesel pour la faire démarrer. Alors quand vous entendez ça, vous claquez la porte, et puis on n'en cause plus. C'est vraiment idiot. Mais bon, après, c'est tout. C'est à nous de convaincre ces gens-là, de leur expliquer que c'est pas ça, absolument pas ça. Alors, un autre dit que c'est branché sur la centrale nucléaire de Chaux. Non, les éoliennes dans le Champagne-Ardenne ne sont pas branchées là-haut. C'est clair que non. N'importe quoi. Ils sont pourtant sur le même réseau. Hein. Oui, d'accord. Le jour où vous l'arrêtez, la centrale de Chaux, les éoliennes n'utilisent pas l'électricité fournie par la centrale. Théoriquement, non. Voilà. On est quand même un département dans les Ardennes où on parle de centrale nucléaire. On a quand même une centrale nucléaire. On a quand même des éoliennes énormément. Et aussi liées à l'eau. De l'hydraulique, des centrales hydroélectriques. L'hydraulique, cherchez le mot. On est quand même un des départements, si tout le monde était à notre niveau, il n'y aurait pas de problème avec le CO2. Parce que dans ces 3 énergies-là, il n'y en a pas un qui développe du CO2. Bien que je ne suis pas spécialement pour la centrale nucléaire, mais elle ne développe pas non plus de CO2. Voilà, dans une petite parenthèse comme ça. Merci beaucoup, Dominique Dano. André Flageolet, pour répondre, parce que je vois l'heure qui tourne, on va passer à la table ronde suivante. Le mot de la fin est notamment sur cette question de l'ONG WWF. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on apporte comme élément, comme chiffre ou comme réponse aux populations quand elles sont très demandeurs, quand il y a des collectifs d'opposition qui se créent? Alors, en gros, qui est crédible? Moi, j'ai expliqué au nom de l'AMF ce que je croyais être les chemins de rationalité à mettre en place pour éviter le caractère lacunaire des textes actuels ou le caractère bloquant des textes actuels. Cela dit, ce n'est pas suffisant. On a bien vu, à travers les exemples qui sont donnés, et nous-mêmes nous le voyons, que la communication, la vision d'ensemble, le développement d'un regard sur l'ensemble du mix énergétique me semble être absolument indispensable. La focalisation sur les éoliennes répond à des peurs visuelles, répond à des craintes non fondées la plupart du temps, mais répond aussi à quelques insuffisances de communication ou d'application de la loi, voire de glissement sur un certain nombre d'opérations qui, à travers la France, ont été symboliquement destructeurs de la vision d'ensemble. Un ou deux échecs
un ou deux contournements de la loi ou de positionnement conflictuel entre deux maires. Moi, je le vois dans le département du Pas-de-Calais, où dans une commune, le maire est allé implanter l'éolienne en limite séparative avec son voisin. Or, son voisin, le cœur de village commence immédiatement. Bon, alors, et donc, dernier point, me semble-t-il, quand je dis communication, c'est-à-dire en fait éducation. Et dans l'éducation, il y a les comportements vertueux, c'est-à-dire les comportements qui consistent à affirmer, là comme ailleurs, que la première économie, c'est les coûts évités. Coûts, c'est OUTS. Voilà. C'est la première économie. Donc le comportement vertueux des gens me paraît être quelque chose d'essentiel à réaffirmer. Nous ne pouvons pas. Alors je crois que les associations me disent que depuis le 28 août, nous sommes déjà en train de consommer le capital nature de 2019. Il n'est donc pas interdit de penser qu'il y a un peu d'introspection à faire pour savoir exactement comment nous nous comportons, comment nos comportements doivent être intelligents pour éviter que nous ne soyons toujours à la recherche du dernier kilowattheure qui a toujours manqué parce qu'on est entré dans des systèmes de consommation qui sont devenus inacceptables. J'insiste sur un dernier point, le mix énergétique. Tout à l'heure, mes collègues en parlaient. L'éolien est un élément, et M. Ball le rappelait en début de propos, il y a d'autres sources énergétiques, et il faut dès à présent désactiver le NIMBY, le NIPSI, etc., qui sont en train de se mettre en place sur ce type d'énergie. Moi, quand j'entends dans mon département, quand je vois les gars manifester contre des projets de biométhane, alors que ceux qui existent sont visités de la France entière, parce que c'est une réussite exceptionnelle au niveau technologique, que ça permet de produire des alicaments, etc., je me dis que quelque part, il n'est pas interdit de donner une place à l'intelligence et non pas à la suspicion.